pour un éleveur dont c'est le métier, se dire bon bah si je les garde un an de plus, j'ai 15% ou 20% de chiffre en moins, c'est pas possible. Donc on est dans un mode de consommation qui fait que finalement les marges étant tellement faibles du côté des éleveurs qu'ils n'ont pas le choix. Les poules sont l'animal le plus élevé en France. Je ne sais plus combien de millions de poules sont abattues chaque année, des poules pondeuses. Alors les poules pondeuses, c'est 50 millions en France. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, nous consommateurs, consommatrices d'œufs, de toutes ces vies. Non. Quand on fait un sauvetage, on le sait, le nombre moyen, parfois c'est 2, parfois c'est 10, mais la moyenne, elle est vraiment à 4. 4 poules, c'est à peu près 3 œufs par jour. Même si on n'a que 4 poules, on va déjà se fournir en œufs, probablement fournir encore une ou deux autres familles. Mais toute petite échelle, multiplié par le nombre de poules qui sont sauvées à chaque opération, ça devient vite quelque chose d'assez gigantesque. Je pense avoir eu 10 000 a fait adopter des poules dans 10 000 familles différentes. Si chacune en nourrit 2-3 grâce aux poules qu'ils ont sauvées, bon, ça fait déjà 40 000, peut-être 40 000 familles, donc peut-être 100 000 personnes. En quoi une association qui sauve des poules est-elle en lien avec l'agroécologie ? Prenez le temps d'y réfléchir un tout petit peu. Nous sommes dans un monde où le paradigme économique amène les éleveurs, un mot que je mets entre guillemets car ce sont plutôt des producteurs, à gérer un très grand nombre d'animaux. Cela leur impose de laisser de côté leur sensibilité. Les humains, eux, sont parfois si éloignés de la terre, de l'agriculture, qu'ils en oublient que leur tube de mayonnaise ou la part de quiche qu'ils achètent à la boulangerie est faite avec des œufs produits par des poules qui ne voient jamais la lumière. L'association Champs Libres aux Poules retisse des liens. Elle offre aux éleveurs qui gardent leurs poules seulement 1 an, car ensuite elles ne sont plus rentables, la possibilité de leur donner une seconde vie. Ces poules iront chez des gens, dans des familles, où elles pourront à la fois vivre en extérieur et tisser des liens avec des humains qui en ont souvent bien besoin, permettant par exemple à des enfants de créer un lien avec un animal d'élevage et d'intégrer cette dimension du lien dans ses choix alimentaires et plus globalement, choix de vie quand il grandira. Près de 78 000 poules et même quelques oies ont été sauvées de l'abattoir par les bénévoles de Champs Libres aux Poules à l'heure où je publie cet épisode. Je vous laisse en compagnie d'Heidi, pétillante créatrice de l'association, qui vit avec ses dinosaures au quotidien. On ne les entendra pas car nous avons enregistré cet échange à distance. Après avoir écouté l'épisode, allez jeter un œil sur champslibrespoules, tout au pluriel.com. J'espère que cet épisode vous donnera envie de vérifier d'où viennent les œufs de vos produits transformés et boycotter ces produits, si ce n'est pas déjà le cas, à en parler autour de vous et peut-être, plutôt que d'acheter de belles poules jeunes, offrir une vraie vie à des poules sauvées de l'abattoir et qui ont besoin de se retaper. Belle écoute! Bonjour Heidi et bienvenue dans le podcast Agroécologie Voyageuse. Bonjour, merci de m'avoir ici, c'est un vrai plaisir de partager ce moment. Donc on est avec toi pour un mini-épisode sur une initiative que j'ai découvert grâce à ma maman, que j'avais envie de mettre en lumière, car pour moi, elle contribue à transformer notre vision de l'élevage, de notre lien aux animaux et en particulier aux poules. Mm-hmm. Les personnes qui me connaissent bien ici, j'adore les poules. Donc tu es la fondatrice de Champs Libres aux Poules. Et c'est ça. Première question que j'aimerais te poser, c'est quel être humain es-tu, Heidi ? Voilà, c'est une question un peu difficile. Je suis un être humain qui passe clairement la majorité de son temps dehors. Donc c'est vrai, je suis quelqu'un qui, après avoir passé quelques années enfermé dans un bureau, passe le moins de temps possible à l'intérieur. Et l'extérieur, pour moi, ça signifie déjà le contact avec les éléments et surtout avec les animaux. Moi, les animaux, c'est quelque chose ça me tient à cœur depuis toujours. Je pense qu'il y a des passions qui peuvent arriver vers le tard. Moi, en l'occurrence, c'est une qui était là,
j'ai envie de dire dès ma naissance, mais en tout cas depuis toujours, c'est présent. Et le fait d'avoir cette association qui m'est un petit peu tombée dessus sans que je m'en rende compte, c'était pas un projet qui était réfléchi du tout. En fait, s'inscrit parfaitement dans la vie que je souhaite et que, en fait, la vie que j'aurais rêvé avoir si on m'avait posé la question il y a 10-15 ans, où veux-tu être Voilà, je pense que on m'aurait suggéré ça, j'aurais dit ah bah oui, ça c'est génial. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né Chant Libre aux Poules? Oui, bien sûr. Chant Libre aux Poules, en fait, c'est né par hasard. À l'origine, moi, j'ai toujours adoré les animaux et c'est vrai que j'ai toujours eu un petit penchant particulier pour les oiseaux, notamment les oiseaux qu'on a tendance à un peu sous-valoriser. Quand j'étais plus jeune et que j'habitais en ville, j'adore toujours les pigeons et je récupérais tous les pigeons malades sur les coins de rue et les bébés, ce que je fais toujours. Et après, c'est vrai qu'en arrivant ici, en découvrant en ayant la possibilité, en vivant en campagne, donc d'avoir un peu plus de terrain, premier animal que j'ai voulu avoir, c'était des poules. Et quand j'ai appris donc cette initiative qui existe, parce que j'étais en Angleterre à l'époque, où on pouvait justement récupérer des poules, typiquement en plus c'est des poules de batterie, donc qui avaient été élevées en cage, qui n'ont jamais été dehors, qui n'ont jamais vu le soleil, ni marché par terre, ni goûté l'herbe. Moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite enchantée. Et donc mes premières poules venaient de cette association britannique et très vite, j'en ai adopté 8 au premier tour. Un mois après, j'y suis retournée en me disant j'ai de la place, je vais en sauver d'autres, je veux pas qu'elles aillent à l'abattoir. Si j'avais pu toutes les prendre, je les aurais toutes prises. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'interaction avec mes premières poules, que j'ai adoré parce que ces poules rousses sont hyper apprivoisées, hyper proches de l'homme. Enfin, c'est vraiment des animaux de compagnie extraordinaires. Et quand on a déménagé en France, on a déménagé avec les poules et les 2 coqs qui les avaient rejoints. Et on leur a offert un parcours avec 2 hectares de terrain, donc il y avait de la place encore en plus pour d'autres. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait un élevage de poules en cage pas très loin de chez moi, ce qui a fait un petit peu le point de départ de Chant Libre aux Poules, en sachant que tout au début, j'y allais dans l'espoir d'en sauver encore 10 ou 15 de plus pour agrandir ma propre basse-cour. Et que le jour où j'ai eu la possibilité donc d'y aller, parce qu'elles allaient partir à l'abattoir, j'ai à tout hasard mis un message sur les réseaux sociaux pour proposer aux gens de faire comme moi, c'est-à-dire de récupérer ces poules pour ne pas qu'elles partent à l'abattoir, de leur sauver la vie et de les garder chez eux. Et à ma grande surprise, il y a énormément d'intérêt, de réponses, donc de gens qui ont voulu participer à ce sauvetage. Et donc, en l'espace de quelques jours, parce que le timing est toujours très très serré, les départs à l'abattoir, surtout sur ces grandes exploitations, c'est pas à la minute près, mais pas loin. En tout cas, on décalera pas d'une journée. Donc, je l'ai su le samedi et elle commençait à partir le lundi, et les dernières partaient le vendredi. Donc, ça a été hyper court. Et sur cette période-là, sans bénévoles, sans moyens, sans rien, on a réussi à sauver quasiment 400 poules. Et surtout, ça m'a permis de rencontrer déjà des personnes extraordinaires qui ont été les premiers bénévoles de Chant Libre aux Poules, qui étaient en cours de création, mais on ne le savait pas. Donc ça a été vraiment le tout premier sauvetage. Et après coup, donc ayant rencontré ces personnes, le noyau était un petit peu en place. Et ça nous a permis de se dire, attendez, mais il y a encore plein de personnes qui nous contactent maintenant parce que les réseaux sociaux, on met un post, mais le post ne disparaît pas, même si après les poules ne sont plus là. Donc les gens, en fait, le sauvetage était passé, mais je continue à avoir des demandes de gens qui me disaient, ah, j'aimerais sauver des poules. Là, j'en ai plus. Par contre, je peux imaginer que quelque part dans le département, il y a d'autres élevages qui vont aussi vider leur poulailler et donc d'autres poules qui vont partir à l'abattoir et peut-être qu'on peut intervenir comme ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait en fait. J'ai contacté d'autres éleveurs, j'ai trouvé donc d'autres endroits. Et puis là, j'avais un peu plus de temps pour m'organiser. De toute seule, on était déjà 4 ou 5 avec des camionnettes, donc ça, c'était pratique aussi. Et donc, on a commencé à un petit peu investir dans le matériel, notamment les caisses pour le transport des poules. Et donc, un deuxième sauvetage s'est fait où on a aussi pu sauver la vie à plusieurs centaines de poules. Et puis après, là, je veux dire, c'était lancé. Et après, c'est un mouvement qui a pris de plus en plus d'ampleur depuis 2020. Ouais, et ce que je trouve super intéressant là en t'écoutant, clairement, les poules sont l'animal le plus élevé en France. Et en fait, je sais plus combien de millions de poules sont abattues chaque année, des poules pondeuses.
Alors, les poules pondeuses, c'est 50 millions en France. Et en fait, on se rend pas forcément compte, nous, consommateurs, consommatrices d'œufs, de toutes ces vies Non, absolument. qui évidemment, moi, je suis passionnée par l'élevage et je trouve ça normal qu'un animal d'élevage meure à la fin, mais meure en étant adolescent. Enfin, en fait, tout ça pour arriver à cette question que je voulais te poser, c'est quel est ton lien à l'animal poule? Pour moi, depuis toujours, ce sont des animaux de compagnie. Donc Ouais. c'est vrai que moi, mes poules, même si maintenant j'en ai beaucoup, je les traite comme je traite mon chien et mes chats. C'est-à-dire que quand elles sont malades, maintenant je commence à forger une petite expérience, mais je les soigne. Si je peux pas les soigner, je les emmène chez le vétérinaire. Je les vermifuge 2 fois par an. Je nettoie. Enfin voilà, pour moi, ce rapport, c'est un rapport que j'ai quelque part avec tous les animaux qui sont autour de moi. Mm. Je mange les œufs, effectivement, mais je cuisine parfois pour mes poules. Je récupère, donc effectivement, elles mangent aussi tous les restes de table. Mais parfois, voilà, quand il fait froid l'hiver, on se dit on va leur faire un petit truc chaud. C'est pas désagréable. Donc c'est vrai que on a un rapport, et c'est le cas de beaucoup des bénévoles de l'association, on a un rapport qui est assez biaisé avec ces animaux-là. Notre but premier, c'est effectivement de leur sauver la vie. Et celles qu'on garde, c'est vrai qu'on souvent on s'attache particulièrement à elles parce que voilà, celles qu'on va garder, c'est celles qui sont à la base plutôt le plus en mauvais point. Donc ça fait une des éthiques de l'association, c'est-à-dire qu'à chaque sauvetage, quand on récupère 1000 ou 1500, 2000 poules sur le lot, elles sont pas toutes en parfait état de santé. Donc, celles qui peuvent être adoptées de suite, c'est l'énorme majorité le sont. Mais à chaque fois, il y en a toujours 1, 2, 10, 20, 30, 50 qui sont pas en état d'être adoptées parce qu'elles sont trop faibles, parce qu'elles sont en sous-poids. Là, on a vu parce qu'elles avaient, certaines avaient des pododermites assez avancées, donc qui nécessitent des soins. Et donc, toutes ces poules-là, en fait, vont rester chez nos bénévoles. On va les soigner et potentiellement les remettre à l'adoption quand elles vont mieux. Mais dans l'énorme majorité du cas, elles restent chez les bénévoles qui, au final, se sont attachés à elles. Ouais. Le but est vraiment de partager des moments avec elles. Et c'est vrai que dès qu'elles me voient, qu'elles sont toutes à me courir dessus, j'ai des poules partout dans les pieds si je me pose. Il y en a qui vont me sauter sur les genoux, me sauter sur le dos. C'est des moments que j'adore. En ce moment, je soigne une poule qui s'est fait mal à la patte en lui mettant de l'argile tous les jours. Et elle a dormi dans ma yourte pendant 3 nuits. Voilà, donc, voilà, ça commence comme ça. C'est le début de la fin. En tout cas, c'est une sacrée transition d'un élevage où on prend clairement pas soin d'elle. D'ailleurs, dans l'épisode, je sais plus, l'épisode 80, je crois, avec Peggy Reboul, qui fait de la communication animale, elle explique qu'elle est rentrée en lien avec une poule en communication animale et que la poule expliquait que même dans un élevage bio de 3000 ou 5000 poules, C'est 3000 bio. c'est énorme. Et en fait, la poule avait l'impression d'utiliser que la moitié de son cerveau et d'être un peu débile. En fait, c'est effectivement pour rebondir à la question, au début de ta question précédente, ce que les consommateurs ne voient pas, ne savent pas parce qu'on n'en parle pas, tout simplement, c'est effectivement quelle est la vie d'une poule dans un élevage. Et donc, il y a différents types d'élevages, les élevages en cage, les élevages au sol, plein air et bio. Mais effectivement, il y a une chose qui est commune à tous ces élevages. Bon, c'est d'une part qu'elles partent à l'abattoir à 18 mois. Donc, en fait, elles arrivent à l'élevage, elles ont 5 ou 6 mois, elles sont prêtes à pondre. Elles vont pondre, elles vont faire une année de ponte. Et après, hop, elles s'en vont pour être remplacées par des plus jeunes, alors qu'elles peuvent vivre encore longtemps. Et elles vont pondre encore longtemps. Mais c'est vrai que la deuxième année de ponte, elles pondront 15-20% de moins que la première année. Donc pour des particuliers, se dire bon, j'ai 3-4 poules, elles vont me faire chacune 4-5 œufs par semaine, c'est génial. Pour un éleveur dont c'est le métier, se dire bon, si je les garde un an de plus, j'ai 15% ou 20% de chiffre en moins, c'est pas possible. Donc on est dans un mode de consommation qui fait que finalement les marges étant tellement faibles du côté des éleveurs qu'ils n'ont pas le choix. Et pour moi, ça représente un énorme gâchis. Après, il y a un deuxième point qui est la vie au quotidien de la poule. Donc, c'est vrai que quand on regarde sur les boîtes, les emballages des œufs, on voit souvent une poule dans un champ, une poule qui est portée par un enfant, quelqu'un avec un panier avec des œufs. C'est absolument pas la réalité. La réalité, donc même dans un élevage bio, elles sont à 3000 par bâtiment.
Elles sont à 3000 par bâtiment. En bio, c'est 6 poules par mètre carré dans le bâtiment, ce qui est quand même... Enfin, on imagine un mètre carré, on met 6 poules dedans, donc ça fait quand même... Elles n'ont pas énormément d'espace. Et dans le bâtiment, elles y restent, bien sûr, toute la nuit, mais aussi en général une bonne partie de la journée, certainement la matinée, parce que le but, c'est quand même de récupérer les œufs. Si on leur ouvre trop tôt, elles vont sortir, elles risquent de faire les œufs dehors, et personne s'amuse à aller courir après les œufs sur le terrain. Donc il faut qu'elles pondent dans les pondoirs qui sont destinés à ça. Et pour ce faire, elles ne peuvent pas sortir toute la journée. Donc voilà, il faut savoir que même dans les élevages bio ou plein air, elles n'ont pas un accès quand elles veulent à l'extérieur. C'est chronométré, c'est délimité dans le temps. Et quand on est en phase de risque de grippe aviaire, elles y vont même pas du tout. À savoir qu'une poule qui a eu l'habitude d'aller dehors, même sur une demi-journée, quand on l'enferme du jour au lendemain sans prévenir qu'elle ne peut plus du tout aller dehors, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, ça veut dire piquage entre les poules, agression, il y a un taux de mortalité qui flambe, mais qui est vraiment énorme, et que les éleveurs ne peuvent pas contrôler parce qu'ils n'ont pas le droit de les laisser sortir, et que c'est ingérable d'avoir, quand on a 3000 poules dans un bâtiment, on ne peut physiquement rien faire à part ramasser les cadavres et parfois abréger les souffrances de certaines poules, donc c'est très dur. J'avais vu quelque part qu'une poule est capable de reconnaître jusqu'à 250 entre guillemets visages de poules, et c'est ce qui me mène à dire que on va dire la quantité optimale de poules dans un cheptel, c'est jusqu'à 250. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas des petits élevages où qui travaillent avec des poulailles mobiles. C'est fait pour 200-250 poules. Comme ça, elles ont leur équilibre social, elles ont leur groupe, elles connaissent chacun des individus du groupe. Parce qu'il faut imaginer, quand on a un bâtiment de 3000, mais dans d'autres élevages, c'est des bâtiments de 10 ou 20 000. Quand on est sur du plein air, il n'y a plus cette norme à 3000 qu'on a en bio. Donc, autant se dire que lien social, c'est peut-être un mot qui peut paraître incongru dans le contexte de poules, mais pourtant c'est ça. N'importe qui a des poules chez eux, qui a une petite basse-cour, savent que ces poules-là s'entendent bien, celles-là par contre elles s'entendent pas trop avec les autres, et il y a des groupes qui se créent. Il y a une hiérarchie hyper stricte, et donc quand on remet toutes ces poules ensemble, au fur et à mesure, elles vont peut-être bouger et partir d'un côté à l'autre du bâtiment. Enfin, c'est impossible de créer cette hiérarchie qui est pourtant tout à fait normale et naturelle chez les poules, mais comme chez tous les animaux sociaux. Pour moi, ça représente une entame à leur bien-être. Et la meilleure façon, je pense, de respecter le bien-être des poules, c'est effectivement de leur offrir de l'espace, de leur offrir de la verdure, mais aussi de leur offrir cette capacité à être dans un groupe à taille, je ne vais pas dire à taille humaine, mais à taille de poule. Ouais, et justement, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'en bio, c'était 3000 par bâtiment. Donc, les toutes petites exceptions, c'est les petits élevages de 250. Exactement. Sur les Ouais. 50 millions de poules pondeuses qu'on a en France, c'est c'est moins que 0,1%. C'est vraiment tout petit. Donc, ce qui est positif, c'est que la part des poules élevées en cage avait reculé. Alors là, depuis le Covid, malheureusement, elle reprend du dessus. C'est-à-dire que les consommateurs préfèrent payer les œufs moins chers et au détriment du bien-être animal. On va dire la grande tendance, c'était quand même que cette proportion baissait en faveur des élevages dits alternatifs que sont le plein air, le bio et même au sol. Mais voilà, pour ces 2 dernières années, il y a eu un recul. C'est un petit peu dommage. Le fait de permettre des adoptions de poules qui viennent d'exploitation permet aux gens de tisser un lien avec les poules. Pourquoi Absolument. pas de créer des mini-élevages, en tout cas, finalement, que cette part d'œufs industriels, elle soit produite par les mêmes poules, mais dans des petits élevages Dans d'autres familiaux, conditions. ou peut-être qu'il y aura des vocations de gens qui auront envie de devenir éleveurs à titre Mais professionnel. même sans devenir éleveur, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire que nous, on voit une adoption, en moyenne, les gens adoptent 4 poules. Quand on fait un sauvetage, on le sait, le nombre moyen, parfois c'est 2, parfois c'est 10, mais la moyenne, elle est vraiment à 4. 4 poules, c'est à peu près 3 œufs par jour. Donc, même si on n'a que 4 poules, on va déjà se fournir en œufs, probablement fournir encore une ou 2 autres familles. Donc, en fait, à toute petite échelle, mais toute petite échelle multipliée par le nombre de poules qui sont sauvées à chaque opération,
ça devient vite quelque chose d'assez gigantesque. On pense avoir eu 10 000 fait adopter des poules dans 10 000 familles différentes. Bon, bah, 10 000 familles, ça fait, si chacune en nourrit 2-3 grâce aux poules qu'ils ont sauvées, bon, ça fait déjà 40 000, peut-être 40 000 familles, donc peut-être allez, donc 100 000 personnes. C'est vrai que ça paraît énorme quand je le dis comme ça, mais 100 000 personnes, du coup, qui n'ont plus besoin d'acheter des œufs parce que soit ils les ont, leurs poules le font, soit ils les récupèrent chez leurs voisins, chez leurs parents ou leurs enfants, qui sont des œufs issus des poules de sauvetage. Oui. Donc, et c'est la meilleure façon, je pense, de faire évoluer les mentalités, parce qu'en plus d'être fournis en œufs, on a des gens qui voient ce que c'est, enfin, qui voient ce que c'est qu'une poule, en fait, qui comprennent la réalité, qui voient le quotidien et qui voient, en tout cas c'est mon point de vue, à quel point c'est un animal attachant et sympathique. Bravo, parce que en 4 ans, Ouais. 100 000 personnes atteintes en moyenne, voilà, c'est atteintes, Oui, et oui, oui. Indirectement, 65 000 poules, c'est ça, sauvées en c'est ça, moyenne on à n'est peu près? pas loin des 70 000. Hein. On va bientôt être à 70 000 poules sauvées. Est-ce que ça crée un changement aussi chez j'allais dire les paysans, mais non, c'est plutôt Chez des les éleveurs. Hein. producteurs, des Mhm. exploitants agricoles qui Oui. vous appellent? Tout à fait. Et c'est parce que c'est ça, ça m'avait beaucoup touché la dernière fois. Ben, typiquement, un éleveur qui est en bio et qui a plusieurs bâtiments en bio, donc il a 4 bâtiments de 3000 poules. Avant de me connaître, il passait systématiquement par l'abattoir. Parce que pour faire partir 3000 poules, il y a beaucoup d'éleveurs qui vendent aussi leurs poules en direct. Hein. Mais pour en vendre 3000, c'est quasiment impossible. Donc, il était obligé de faire venir l'abattoir. L'abattoir qui, généralement, ne se déplace pas pour moins de 2-3 000. Donc, en fait, lui ne pouvait pas les vendre en direct, était obligé de les réserver pour l'abattoir, qui, non seulement, forcément, les tuer, mais surtout, et en plus, ne le rémunérait pas, ou très très peu. L'avantage de nous connaître, c'est que nous, on n'a pas de minimum. Hein. S'il faut sauver 100 poules, on viendra sauver 100 poules. Si on a 1000, on prendra les. Enfin, voilà, on fait le maximum. Mais en tout cas, on n'a jamais de minimum. Et donc, en faisant comme ça veut dire que lui peut en vendre en direct. Nous, on peut récupérer les dernières. Donc, pour lui, ça fait un petit pécule en plus. Pour les poules, en fait, aucune ne part à l'abattoir. Donc, même si on ne récupère, nous, que la moitié des poules qui sont sur l'élevage, les autres sont sauvées aussi parce qu'en général, c'est lui qui les a vendues. Pareil, enfin, des gens similaires à nos adoptants qui veulent avoir quelques poules pondeuses dans leur jardin. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. À la fois pour les éleveurs, pour nous, et je veux dire surtout pour les éleveurs de plutôt petite taille. Parce qu'effectivement, s'il y a un élevage à 100 000 poules, on sait bien qu'on ne sera pas en capacité, malheureusement, de toutes les sauver. Pour les plus petits bâtiments, on a cette possibilité-là qui est utile, très utile aux éleveurs parce qu'ils ne sont plus obligés de faire appel à l'abattoir. Vous êtes basé dans le Gers. Est-ce C'est que ça. tu peux nous dire à peu près dans quel département maintenant vous êtes localisé? Combien il y a de bénévoles? Alors, alors le nombre exact de bénévoles, c'est dur à dire parce qu'on a tellement de différents types d'implications, mais on a en général à peu près une centaine de bénévoles, voire peut-être un petit peu plus maintenant. Et on couvre 12 départements. Donc, c'est principalement le Gers, c'est tous les départements environnants. Le Tarn, Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, voilà, en gros. Et on a aussi un gros pôle qui s'est développé depuis 2021 dans le sud-est. Donc, ça a commencé dans les Bouches-du-Rhône. Et là aussi, on touche aujourd'hui les départements environnants avec une bénévole, Karine, qui est hyper impliquée et qui a su monter son équipe, toute son équipe de bénévoles et son carnet d'adresses d'éleveurs sur sa région. Donc, on est présent dans le sud-ouest et dans le sud-est. Alors, l'ambition à long terme, bien sûr, ça serait d'être partout. Parce que tant qu'il y a partout il y a des élevages, partout il y a des adoptants, et ça veut dire on peut agir et on peut sauver plus de poules. Mais c'est quelque chose qui se fait de façon, on va dire, un petit peu opportuniste, dans le sens où il faut tomber sur les bonnes personnes. Il faut trouver des gens qui sont effectivement motivés, qui ont du temps à donner et qui sont partants pour le faire, parce que c'est vrai que c'est complètement dévorant comme activité.
Alors, en parlant de ça, justement, toi, tu es salarié à mi-temps. Tu Tout à fais fait, bien plus qu'un mi-temps. c'est ça. C'est quoi qui te donne, c'est quoi qui te donne de l'énergie au quotidien pour continuer? Bah, c'est ce qu'on fait, c'est nos actions, c'est se dire c'est ce qu'on tout ce qu'on fait, tout ce qu'il y a à faire, en fait. Mmh. Donc c'est d'un côté, bah, quand un éleveur va m'appeler, bah, comme ça a eu lieu vendredi, pour me dire: «Ah, je viens d'avoir vos coordonnées, mais moi mes poules, elles doivent partir dans une semaine, est-ce que vous pouvez en prendre?» Bah, tout de suite, on réfléchit pas, c'est de suite, ah bah, on appelle les bénévoles, on essaie de voir qui peut faire quoi, comment on peut s'organiser. En fait, on se lance dans l'action sans penser sans penser à autre chose, parce que derrière, on sait qu'il y a des poules, on sait qu'il y a des vies en suspens et que on peut faire quelque chose pour changer ça. Et donc, savoir qu'on a cette possibilité de changer leur destin, qui moi ça me fait voilà, on voit pas le temps passer en fait, hein. Les choses se lancent. Après, voilà, tous les bénévoles avec qui on travaille sont des gens formidables. On a vraiment des personnes exceptionnelles, hyper dévouées, hyper impliquées, et ça aussi c'est un vrai bonheur. Quand on appelle quelqu'un en disant bon bah tiens, alors je sais que tu viens de sortir, tu viens de faire un sauvetage, mais regarde la semaine prochaine il y a quelqu'un là on connaissait pas, il vient de nous appeler, est-ce que tu penses que tu pourrais y retourner pour essayer de voir si on peut sauver quelques centaines de poules en plus? Tout de suite on dit oui bien sûr je serai là. Tout se fait assez facilement en fait quand on a des gens qui sont motivés derrière, et c'est motivant. Je pense qu'on s'entre-motive pas mal. Ouais, et puis c'est sauver des vies et c'est enrichir la vie en remettant la poule dans un contexte, de famille, dans son écosystème. Alors, j'imagine en Mmh. fonction des lieux où elles vont, dans des écosystèmes plus ou moins proches de leurs besoins, avec plus ou moins d'arbres. Oui, après, j'ai envie de dire quasiment quel que soit l'endroit où elles vont, Ça sera ça déjà sera mieux. plus proche de leurs besoins. Voilà, ça se rapprochera de ce dont elles ont besoin que là où elles Mmh. étaient. Et est-ce que tu aurais une ou 2 anecdotes à me raconter sur, de familles qui accueillent des poules et que ça bouleverse ou qui apprennent des choses, en accueillant des On poules? en a pas mal, hein. C'est vrai qu'après chaque sauvetage, les gens souvent nous envoient des photos, des petites anecdotes, et ça c'est vraiment chouette, hein. Moi ce que je trouve toujours touchant, c'est l'interaction que les enfants peuvent avoir avec les poules. Et ça, on le voit. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire de dire ça, mais nos bénévoles ont de 7 à 77 ans. Et encore, il y en a qui ont commencé avant 7 ans, il y en a qui ont plus de 77. Et ce qui est très chouette, c'est que les poules peuvent vraiment toucher toutes les tranches d'âge. Pour avoir un gros chien, par exemple, en général, on déconseille aux petits-enfants ou aux personnes âgées, c'est plus possible. Là, pour les poules, ce qui est chouette, c'est que pour tout type de personnes, il y a personne à qui elles ne conviennent pas, en fait. Et non, donc on reçoit beaucoup d'histoires, voilà, de parents qui sont émerveillés de l'attachement que leurs enfants ont avec les poules. Donc, le plaisir d'aller ramasser les œufs, mais pas que. Il y a d'ailleurs, c'est une de nos bénévoles qui nous explique que son fils, la première chose qu'il fait en rentrant de l'école, c'est d'aller au poulailler, d'aller faire des câlins à chacune de ses poules, que le soir, bon, bah, c'est lui qui va les renfermer au poulailler, qu'il les soigne Mmh. alors qu'il a que 7 ans, ce petit garçon. Donc je trouve ça hyper touchant. Il montre à son petit frère qui est encore plus jeune comment il faut faire. Et en fait, grâce aux poules, les enfants ont un peu une connexion avec l'animal qui est très facile à voir, parce que ce sont des poules qui sont très apprivoisées à la base. Dès qu'elles ont fait le lien avec la nourriture, voilà, c'est pas des bêtes sauvages du tout. Donc ça permet d'avoir une proximité qui est en plus tout à fait sécurisée, parce qu'une poule va pas mordre, voilà, pas blesser un enfant, donc il y a vraiment pas de risque. Et on peut commencer justement un peu à les sensibiliser au monde vivant, et un petit peu à l'écologie aussi, par rapport à tout ce que font les poules. Que ça soit d'un côté finir les restes de table, créer de l'engrais, et puis pondre. Faire, désherbant, antiparasitaire, bon. En tout cas, c'est des vies sauvées et c'est des vies humaines enrichies de liens. Absolument, Et tu absolument. m'expliquais aussi, hors micro, quand on s'est appelé l'autre jour, qu'il y avait aussi des éleveurs qui faisaient appel à vous pour récupérer des poules pour des petits élevages, avec des poulaillers mobiles notamment? Tout à fait, ben justement, ça arrive de temps en temps, donc des éleveurs soit qui veulent se lancer,
ou qui veulent agrandir un poulailler existant. Et donc, plutôt que d'acheter des poules dans les couvoirs qui coûtent quand même très cher, l'avantage des poules de réforme, c'est qu'elles ont déjà été traitées, elles ont été vaccinées. Voilà, c'est des poules qui sortent d'élevage, donc elles ont subi tout ce qu'il fallait pour être en bonne santé. Voilà, pour les gens qui veulent se lancer, c'est une excellente façon de commencer. Alors après, nous, voilà, on demeure une asso, on a notre charte éthique, donc effectivement, on va demander à ces éleveurs de s'engager sur notre charte éthique, c'est-à-dire que même si elles ne pondent pas interdiction de les tuer, leur offrir un beau cadre de vie, ça on discute ça en amont, et à partir du moment où on a validé l'adoption, c'est qu'on est sûr que le cadre de vie sera chouette. Et après, nous aussi, on les accompagne. C'est-à-dire que ça a pu arriver qu'un éleveur qui s'était lancé, qui avait pris 200 poules comme ça, du jour au lendemain a dû arrêter parce qu'il se faisait mettre en dehors de la ferme qu'il louait. Et donc, c'est un petit peu compliqué de déménager avec 200 poules. Donc là, nous, on a tout de suite intervenu pour les récupérer et les refaire adopter par d'autres familles. Donc, on essaie vraiment de travailler en harmonie, en partenariat avec tous les éleveurs, à la fois les gros et aussi les petits. Et comment est-ce qu'on peut s'impliquer à vos côtés Très facilement. Alors effectivement, on est donc pour l'instant surtout présent sud-ouest et sud-est. Donc si parmi les auditeurs, il y a des gens dans ces régions-là qui sont inspirés par notre action et qui ont envie de nous rejoindre, la façon la plus simple de le faire, c'est d'aller sur notre site. Donc c'est www.champslibreauxpoules tout au pluriel.com. Il y a toute une rubrique nous aider avec un petit bouton devenir bénévole. Donc là-dessus, voilà, vous remplissez les différents champs et nous, on va vous recontacter. Après, si c'est des gens si vous n'êtes pas sur un lieu qu'on couvre déjà, ça peut aussi être intéressant de rentrer en contact. Parce que voilà, c'est vrai, l'ambition long terme, c'est d'être présent sur tout le territoire français. Pourquoi pas, on peut rêver que même si ça ne sera pas demain ou dans 6 mois, on peut commencer à garder les coordonnées des gens motivés. Et en fonction du temps qu'ils ont alloué, il y a des gens qui peuvent me dire nous, on travaille, on a une famille, donc on peut aider un week-end par-ci par-là, mais c'est tout. C'est pas grave, on garde les coordonnées, on les a sous le coude le jour où. Et peut-être qu'il y aura aussi quelqu'un qui me dira moi, je viens de commencer ma retraite, j'ai énormément de temps, j'ai plein d'énergie, j'adore les poules, je veux tout faire. Et dans ce cas-là, on pourra plus facilement commencer à constituer une équipe. Le but, c'est ça, c'est de commencer à mettre ensemble des gens qui sont motivés. Moi, de mon côté, je peux tout à fait aider d'un point de vue matériel et d'un point de vue logistique et d'organisation. S'il faut contacter les éleveurs, faire rencontrer les gens, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, gérer les réservations et les adoptions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Une question qui me venait tout à l'heure, c'est votre organisation, parce que je suis en train d'imaginer si par exemple il y a un bâtiment qui doit évacuer 3000 poules. Les bénévoles vont venir les récupérer et après, j'imagine que 3000 poules, ça peut être 300 familles. C'est un peu plus que ça, ouais, même. Voire plus. Et du coup, Oui. Est-ce que les gens viennent chercher les poules chez les bénévoles qui les hébergent 2-3 jours C'est même plus court que ça en fait. En général, ça se passe sur moins de 24 heures. D'accord. C'est-à-dire qu'on va les chercher le vendredi soir à l'élevage, les adoptions ont lieu le samedi matin. Le but, c'est pas pour nous de garder les poules longtemps, on n'a pas non plus la capacité pour. Bah ouais. Donc, non, tout se passe en amont. C'est-à-dire qu'on se met d'accord avec les éleveurs quelques semaines avant le départ prévu à l'abattoir ou leur date butoir, si on les récupère toutes. Et c'est justement, moi dans le sud-ouest et Karine dans le sud-est, on gère toute la partie amont, c'est-à-dire la partie communication pour les adoptions et la partie justement réservation. Donc notre but, bien sûr, c'est s'il y a 3000 poules à prendre, de savoir déjà d'avoir plusieurs lieux d'adoption, parce que 3000 poules ne partiront jamais d'un seul lieu d'adoption. Il en faut compter, en général, on est plutôt sur 150 à 200 poules par lieu, donc ça multiplie vite. Donc il faut qu'on ait d'abord les bénévoles dispo pour pouvoir le faire. La partie transport disponible aussi, parce qu'en général, chaque bénévole va récupérer les poules qui vont sur leur lieu d'adoption. Et après, on publie. Et après, les gens, du coup, réservent au lieu qui les arrange. Et voilà, nous, on suit ça au quotidien, au fur et à mesure.
On sait qu'on a des maximums en termes de capacité. On peut mettre X caisses sur une remorque et X poules par caisse. Donc, quand on a dépassé le nombre total, on ferme, on clôture le sauvetage parce qu'on va pas, voilà, on peut pas faire plus. Voilà, toute cette organisation, elle est gérée de façon centralisée. Donc, c'est pas un travail qu'on demande à nos bénévoles. Je te posais la question parce que s'il y a quelqu'un qui a envie de créer une antenne champ libre aux poules et qui a envie de faire comme toi, tu vois, et parce qu'à un moment peut-être que ça fera trop pour toi et qu'il faudra qu'il y ait essaimage. Ah mais absolument, absolument. De toute façon, je m'en rends bien compte. Moi, j'arrive, il y a que 24 heures dans une journée, j'arrive aux limites de mes capacités. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire un petit peu comme je fais, qui est prêt à prendre plus de responsabilités en charge, ça serait génial de les rencontrer. Et ma dernière question, c'est, alors ce podcast s'appelle Agroécologie voyageuse. Selon toi, en quoi ton association, cette association Champs Libre aux Poules, elle contribue à faire émerger un monde où l'agriculture est agroécologique et plus que l'agriculture, évidemment? C'est ça, c'est plus que l'agriculture parce que nous, on mise vraiment chez le particulier, chez monsieur, madame, tout le monde et un petit peu monsieur et madame, tout le monde partout. Je pense que le fait d'avoir des poules, c'est fabuleux à tellement de niveaux, à la fois en termes de gestion des déchets, à la fois en termes donc, de sa création de sa propre production, création d'engrais grâce aux fientes. Donc le fait d'avoir une poule, en fait, c'est ultra écologique. Les déchets, on en a moins, on jette. Nous, on se rend compte que ça fait depuis qu'on a des poules, on n'a jamais rien jeté en termes de reste de table. Et après, pour le potager, sois honnête, il n'y a rien de mieux que les fientes de poules. Donc, le faire chez soi évite aussi d'en acheter. Il y a cette partie-là qui est, on va dire, très terre à terre. Et après, la partie un peu plus qui touche aux cordes sensibles, voilà, c'est se rendre compte par le biais des poules. On met un petit peu un pied grâce à ces poules-là, on voit un petit peu les conséquences de l'élevage intensif, notamment quand on fait des adoptions de poules qui ont vécu en cage. On voit que leur état physique est quand même différent des poules qui ont été élevées en bio ou en plein air, qui ont l'habitude d'aller dehors. À montrer la réalité en fait aux gens, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, les petits dessins qui sont sur les emballages ou dans les pubs, c'est pas la réalité. Ça permet d'ouvrir un petit peu les consciences et quand on a fait des sauvetages, des opérations sur des poules élevées en cage et que sur le lot, il y en a 5% qui sont pas capables au début de tenir sur leurs pattes. C'est assez choquant. On se retrouvait avoir fait, parce qu'en plus c'était un très très gros sauvetage l'année dernière, des bénévoles qui avaient des infirmeries avec 30-40 poules dedans, parce que ces poules ne pouvaient pas être adoptées, elles ne tenaient pas debout. On s'est dit, waouh, quand même, c'est hallucinant qu'aujourd'hui, un peu à l'abri de tous les regards, quasiment plus d'un tiers des poules élevées en France sont élevées dans ces conditions où elles ne voient pas l'extérieur, elles ne voient pas le soleil, elles ne goûtent pas l'herbe, mais souvent, elles ne peuvent pas bouger parce qu'elles sont ça peut aller jusqu'à 17 poules par mètre carré dans les élevages en cage. Ça, c'est c'est ce que dit la législation. Donc 17 poules par mètre carré, quand bien même la cage, elle fait 4 mètres de long, ce qui est souvent le cas maintenant. Elles sont 80 par cage. La poule qui veut aller d'un coin A de la cage à un coin B, en fait, elle ne peut pas. Je rebondirai juste sur ce petit point par rapport aux poules en cage, parce qu'on peut se poser la question, où vont les œufs des poules en cage? C'est-à-dire que souvent, quand on achète des œufs en coquille, c'est très souvent au moins du plein air ou du bio. En fait, l'énorme majorité des œufs pondus par les poules en cage vont dans ce qui s'appelle les ovoproduits, donc tout ce qui a été transformé. Les biscuits, les plats préparés, tous les produits en fait transformés à base, qui utilisent entre autres des œufs. Et ce que je trouve assez dingue, et ça sera un prochain cheval de bataille, c'est que nulle part c'est mentionné, bien sûr, que ce sont des poules qui ont été élevées en cage. Au contraire, comme c'est parfois le cas sur les mayonnaises, on va mentionner quand ce sont des poules qui ont été élevées en plein air ou élevées en bio. Mais je pense que c'est important pour le consommateur de savoir que si c'est juste écrit œuf dans les ingrédients, et pas œuf issu de poules élevées plein air ou si c'est juste écrit œuf, ça veut dire systématiquement que les poules qui ont pondu cet œuf ont été élevées en cage. Une invitation à
à définitivement boycotter les gâteaux, les biscuits et Ce qui serait important, ça serait surtout de forcer la législation pour que ça change, pour inverser un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de dire quand c'est issu de plein air ou bio, qu'on soit forcé de dire la provenance. Comme ça peut être le cas on demande la provenance géographique de plein de choses. Moi, ça me paraîtrait plus que logique de connaître le type d'élevage dans lequel a vécu la poule qui a pondu l'œuf. Mais et pareil pour tout ce qui est viande. donc même si on a des poules dans son jardin, c'est important de faire attention aux produits transformés qu'on achète, quoi. Tout à fait, c'est caché partout. Eh ben, merci beaucoup Heidi. Est-ce que tu as Merci à toi. un dernier message à diffuser Je demanderais juste donc à tous les gens qui ont des poules d'aller leur faire un bisou de ma part. Et surtout, voilà, si nos actions ont pu susciter un peu d'intérêt ou d'émotion, ne pas hésiter à aller regarder sur notre site, se renseigner, nous envoyer un message. On essaie de répondre à tous les messages et on serait ravis d'échanger avec toute personne qui nous soutient. Merci beaucoup Heidi. Merci à toi. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.